Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Vous êtes une espèce en voie d'extinction. Peut-être, monsieur. Mais on n'y est pas encore. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est très heureux de vous retrouver en cette fin d'année 2024 pour ce 13e épisode déjà 13e épisode, un chiffre porte-bonheur du Ragging Fire Club. On espère que vous allez bien. Je suis avec mon frérot Paul Gossem. Comment tu vas? Ça va et toi, Joe? Ça va? Ouais, ça va bien, ça va bien. La forme, un petit peu la crève en cette fin d'année, mais bon, je pense que ça concerne un peu tout le monde. Ouais, je pense qu'on en est tous un peu là, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, pour cette émission, nous serons deux. Max n'est pas parmi nous. Il se remet d'un long voyage en Chine et à Hong Kong et il aura l'occasion de nous en reparler. En tout cas, on l'embrasse bien fort. Il sera là pour la prochaine. Il sera là pour la prochaine, exactement. Le trio magnifique sera reformé pour 2025. Et pour cette émission de fin d'année, on sera tous les deux en duo. Et on va parler d'un réalisateur qui nous a particulièrement gâté cette année, avec pas moins de 5 films qui nous a sortis en 2024. Et le Ragging Fire Club ne pouvait pas passer à côté de ça. Et on va donc retracer sa carrière à travers ce 13e épisode. Ouais, d'ailleurs, c'est un réalisateur de DTV. On essaye autant qu'on peut, alors bien entendu, de parler du cinéma patrimonial hongkongais, de ce qui nous touche à Hong Kong. Et c'est surtout notre base, Hong Kong, même si on va parler d'autres choses. Et bientôt, on parlera d'autres choses. On a déjà parlé de ciné japonais, d'animation. On s'interdit rien. On va sûrement vous parler de cinéma indien sous peu aussi. Mais on se tient toujours au courant de l'actu du DTV. Quand il y a du DTV chinois qui est malheureusement peu accessible en France, on vous rassure tout de suite. Normalement, après vérification, la quasi-totalité des films dont on va vous parler aujourd'hui ils sont visibles sur YouTube, au moins en version sous-titrée anglaise. Donc vous pourrez les trouver, en cherchant un peu sur YouTube. Normalement, vous pourrez les trouver. Et on avait à cœur après l'émission qu'on avait fait sur Chris Huo, quand on remarque un réalisateur qui nous plaît, dont on pense qu'il a de l'avenir, on essaie d'en parler. Aujourd'hui, on va essayer. Donc on va vous parler de DTV chinois aujourd'hui, c'était une grande année pour le DTV chinois. Sans parler de ce réal dont on va annoncer le nom juste après. Il y a des trucs qui t'ont plu, toi? Ouais, il y a beaucoup de trucs qui m'ont plu, mais si je devais en retenir qu'un, ça serait le Tony Jaa Striking Rescue, qui a une date de sortie, alors apparemment au cinéma officiel, qui sortirait le 6 décembre. Ah bon? Pour la France, alors bon, je croise les doigts, même si j'ai pas énormément d'espoir. Mais en tout cas, j'ai lu que le film serait disponible en salle. Alors c'est une très bonne nouvelle parce que pour moi c'est vraiment un excellent film. C'est pour moi le film qui a redoré un petit peu, qui a rendu en tout cas son honneur à Tony Jaa qu'on a vu cachetonner misérablement, entre autres dans Expandable 4, qui est vraiment un film innommable et un gâchis total. On l'avait aussi vu dans Monster Hunter, je crois, avec Mila Jovovich, qui est pas terrible, mais j'ai quand même pris plus de plaisir devant celui-là que devant Expandable 4. Mais en tout cas, avec ce Striking Rescue, c'est vraiment un film d'action pur jus, vraiment à l'ancienne. Ça aurait pu sortir période Hong Bak. C'est extrêmement vénère, extrêmement chargé en action, avec toujours cette dimension dramatique qui est toujours présente. Bon, c'est un peu la même structure que beaucoup de films qu'on a vus, c'est-à-dire un homme qui veut venger sa famille et qui se retrouve plongé dans une espèce on va dire, de guerre des gangs, pour faire simple. En tout cas, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Les chorégraphies de combat sont vraiment bonnes. C'est très, 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 très vénère. Ça perd pas de temps. C'est assez dégrossi. Ouais, ça fait 1h30, je crois. Ouais, en tout cas, pour moi, c'est un des meilleurs films d'action sortis cette année. Et quel plaisir de voir Tony Jaa réutilisé à sa juste valeur, en tout cas. Ouais, j'ai bien aimé. Peut-être alors un peu moins que toi, parce que j'ai trouvé que c'était un peu... surtout aussi au niveau du scénar, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très léger. Après, c'est toujours, très basique. Après, c'est toujours un plaisir de retrouver
d'ancienne gloire comme Tony Jaa. C'est ce qu'il y a de bien avec le DTV chinois, c'est que on a des anciennes gloires qui reviennent sur le devant de la scène. On a des nouvelles gloires aussi qui se révèlent en plus. Donc ouais, c'est un film très sympa. Moi, je retiendrai cette année, je retiendrai surtout 2 films. Je retiendrai encore une fois, hein, excusez-moi, hein, mais un film de Chris Huo qui est franchement dans mon top 10 de l'année, oui. Second Life, qui est une déclaration d'amour à la kung-fu comédie hongkongaise avec Yuen Q et Philippe Hong dedans. Yuen Q, la camarade de classe à l'Opéra de Pékin de Yuen Biao, de Sammo Hung, de Jackie Chan, et qui est un plaisir de tous les instants. J'ai trouvé ça super bien ficelé. Franchement, c'est un de mes films préférés de l'année. Je pense qu'il est dans mon top 10, même si j'aime pas les tops. Et donc celui-là, je vous le conseille. Ouais, Chris Huo, Second Life, qui est vraiment un vrai petit bonbon. Et puis avec des scènes d'action. En tout cas, on connaît le talent de Chris Huo à ce niveau-là. Donc, sinon, reportez-vous. On a fait un podcast sur le bonhomme. Reportez-vous à cette émission où on en parle. Et j'ai bien aimé 100 Yards aussi, avec Jackie Young. Magnifique, chef-d'œuvre. Qui frôle presque le cinéma d'auteur. Non, mais carrément. Et qui m'a fait beaucoup penser dans son atmosphère et dans son imagerie à Frères d'armes de Daniel Lee. Et donc, moi, si je retenais 2 DTV à part ceux dont on va parler aujourd'hui, ce serait ceux-là. Même si Striking Rescue, moi, j'ai bien aimé aussi. C'est un film très, très efficace, en tout cas. On est vraiment gâtés. Le meilleur est à venir. Et chaque année, ouais, on a vraiment des petites pépites qui pop comme ça par surprise. Et quel régal, quoi. Ouais, c'est le DTV. Je sais pas, parce qu'on est peut-être un peu trop dedans et qu'on n'a pas le recul, mais j'ai un peu l'impression, on verra ça dans quelques années, mais j'ai un peu l'impression qu'il vient une espèce de petit âge d'or, tu vois, comme il y a eu dans les années 80 et 90 à Hong Kong. Alors je compare pas pour l'instant, on verra ce qui s'ensuit, mais c'est une vraie pépinière de talent. Alors là, les films dont on va vous parler ce soir, c'est comme tous les DTV, c'est des films sans prétention, c'est des séries B, c'est des films qui sont faits avec entre les budgets, c'est entre 5 et 10 millions. 10 millions, c'est vraiment les très très gros, hein. Mais c'est des trucs efficaces qui durent pas longtemps, qui reprennent beaucoup, qui renouent beaucoup avec le cinéma hongkongais, ne serait-ce que par les scénarios et les archétypes qu'ils abordent. C'est des films très archétypaux avec souvent des intrigues, des choses qu'on a vues et déjà vues, mais qui sont, alors pas toujours, mais souvent, parfois faits de manière très efficace, qui se laissent regarder avec beaucoup de plaisir. Et surtout, c'est au niveau pour les gens comme nous qui aimons le cinéma d'action et les chorégraphies d'action, c'est encore, je suis désolé pour toutes les autres industries, ce qui se fait de mieux dans le monde aujourd'hui au niveau du cinéma d'action et de la chorégraphie et de la maîtrise chorégraphique. Franchement, je pense pas qu'il y ait une industrie ni coréenne ni indienne. Elles ont leur qualité, mais elles ont pas celle-là par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en Chine, avec des gens qui renouent beaucoup avec la tradition hongkongaise et qui y sont liés par plein de choses. On va le voir encore aujourd'hui. De qui on va parler aujourd'hui, mon Joe? On va parler du réalisateur Queen Peng Fei. Qui, comme je l'ai dit, nous a sorti pas moins de 5 films cette année. Il est très très productif et la qualité va avec, ce qui est vraiment à souligner. C'est parti, on y va. C'est parti pour Queen Peng Fei. 说之肉，强之食。你被换作柴狗，这个道理你不会不懂吧？我是个生意人，官府出钱，我替他们拿人。这世道到处都是法外之徒，捉刀7年都是为别人办事，今天我就为自己捉一次刀。柴狗，你犯规了。
Alors Queen Peng Fai, comme tu as dit, c'est 5 films cette année. C'est quand même, c'est impressionnant. Alors bien entendu, avec 5 films, on peut pas faire dans la régularité, c'est-à-dire qu'il y a des films moins bons que d'autres, hein, mais quand même, c'est 5 films qui restent franchement au-dessus de la mêlée de ce qu'on peut voir dans le DTV chinois, du tout venant du DTV chinois, qui est quand même de plus en plus de bonne facture, mais là, c'est quelqu'un qui, nous, on a l'impression, se détache réellement de la masse, hein, un peu comme on avait vu pour Chris Huo, et je pense qu'on s'est pas trompé, d'ailleurs, pour Chris Huo, et je pense qu'on se trompe pas pour Queen Peng Fai. Donc, il a fait 5 films. On va essayer de retracer un petit peu sa carrière, qui c'est ce gars-là, et puis après, on vous parlera, on va vous parler des 5 films qu'il a fait en 2024. Alors 5 films, ça peut paraître énorme pour pas mal de gens. Pour les gens qui sont habitués au cinéma hongkongais, par exemple, pas tant que ça. Ouais. Hein, c'est des films des petits budgets, c'est des séries B, sans prétention, tournés très vite, mais avec une dextérité. Si vous regardez les films, qui font mieux que beaucoup d'actionneurs qui sont tournés en beaucoup plus de temps et avec parfois 100 fois plus de budget. Hein. Ouais, c'est impressionnant quand on voit la qualité du résultat final de certains de ces films, de se dire que ça a été fait sur une période de temps vraiment très très courte. C'est des films qui se tournent en un mois, genre. Ouais, voilà. Et qui en un mois faire ça, c'est quand même assez fou. On s'imagine un Queen Peng Fai ou un Chris Huo ou autre. Avec du temps et du budget, ce que ça donnerait, vu ce que ça donne, 100 ans et avec des budgets quand même assez limités, c'est quand même assez impressionnant. Alors, c'est qui ce Queen Peng Fai Queen Peng Fai, il est né en octobre 85, le 8 octobre 1985 précisément. Alors c'est à Shijiazhuang, j'espère que je prononce bien le nom de la ville. C'est une ville industrielle qui est située au nord-est de la Chine, dans la province du Hebei. Alors à noter que c'est une ville où on retrouve énormément d'industries pharmaceutiques, chimiques et de textiles. C'est une ville très peuplée, très dense, avec 10 millions d'habitants. Et je crois que c'est la capitale la plus polluée de Chine de par son activité. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. C'est les grosses villes industrielles chinoises. On voit remplies d'usines, qui bien entendu saccagent l'atmosphère. Et puis on voit tous un peu ce genre de villes chinoises, presque des villes nouvelles avec toutes ces tours très anonymisantes qui se ressemblent toutes. On retrouve un peu ça dans son cinéma d'ailleurs. Hein. Ouais, tout à fait. Alors je pense à des films, un film qu'on va traiter tout à l'heure, comme Black Storm, qui se passe exactement dans ce genre d'environnement. Mais pour des films qui sont sortis un peu avant, je pense au Fight Against Evil 1 et 2, des films qui ont en gros fait vraiment. Alors il avait fait 2-3 trucs avant Queen Peng Fai, mais on va dire que les Fight Against Evil sont les films qui l'ont vraiment révélé en tant que réal, parce qu'avant tout c'est un chorégraphe, hein, on va expliquer ça. Et alors si on traduit le titre chinois de Fight Against Evil, nous on les connaît comme ça, donc le combat contre le mal. Hein, en fait, il s'appelle Histoire de la police du Nord-Est. Et donc lui, la province d'où il vient, elle est dans le Nord-Est. Donc c'est au départ, hein, quand il fait des polars, il essaye vraiment de s'inscrire dans cet environnement très spécial, très chinois continental, de ces grandes villes très anonymisantes, presque inhumaines, au niveau de la taille, au niveau du gigantisme du bâtiment, au niveau de ces espèces de grandes zones industrielles et ces cités dortoirs. Hein, c'est un peu le décor dans lequel au départ, après il va faire d'autres trucs, on verra, mais au départ il aime implanter ses intrigues. Alors ce Queen Peng Fai, donc il est né en 85 comme tu as dit, et donc il fait des études, il grandit dans cette ville, et puis très tôt il va s'intéresser aux arts martiaux. Donc Queen Peng Fai, avant toute chose, c'est un artiste martial, c'est un vrai sportif, c'est quelqu'un qui a commencé le kung-fu à l'école de Yanzhao en 1994, donc il avait 9 ans, puisqu'il est né en 85. Et qui va intégrer peu à peu des équipes plus aguerries, notamment l'équipe provinciale du Hebei, donc de la province d'où il vient, hein, donc pas de sa ville, mais une équipe on va dire régionale, et il va gagner plusieurs compétitions de kung-fu wushu, notamment en 2000 où il est champion de sa province. Hein. Donc c'est quelqu'un qui connaît les arts martiaux de l'intérieur et qui les pratique, et franchement ça se voit que c'est un pratiquant d'arts martiaux quand on voit son cinéma, qu'on va essayer d'expliquer un peu après. Alors ce gars-là, il intègre l'industrie
du cinéma comment? Alors, c'est en 2005, il va travailler en tant que doublure et cascadeur sur une coproduction hongkongaise, chinoise, japonaise et coréenne avec Andy Lau. Ouais. C'est un film que j'ai pas vu, mais qui s'appelle A Battle of Wits, réalisé par Jacob Chung. Ouais. Alors il me semble qu'il y a un autre nom. Il a été distribué en Amérique et peut-être un peu en Europe. Moi, franchement, je l'ai pas vu non plus. Il a aussi comme titre Battle of Warriors. Ouais. Alors c'est avec Andy Lau, il me semble. Et donc ça, c'est Jacob Chung. Jacob Chung, réalisateur hongkongais. On voit directement les ramifications. Pas grand réal, il a fait quelques films, Beyond the Sunset, des choses comme ça. Mais par exemple, il a été producteur exécutif sur Monsieur Vampire. Donc c'est quelqu'un qui a pas mal bossé aussi avec l'équipe Asamo et tout ça, qui était dans le circuit hongkongais. Et dès le départ, il se retrouve doubleur et cascadeur dans ce genre de réal. Et peu à peu, donc il va faire son trou. Il va faire beaucoup de cascades. Il va notamment apparaître en tant que cascadeur et en tant qu'acteur dans pas mal de films. Il va jouer dans Painted Skin quand même. Ouais. En 2008. Alors là, ça lui permet de côtoyer Donnie Yen et Wei Tong, qui sont quand même des sacrées gloires hongkongaises, et de pouvoir les voir travailler, de voir comment ils travaillent. Si Donnie Yen était là, à mon avis, pas loin, il y avait Kenji Tanigaki, évidemment. Et qui devait être dans les parages. C'est ça. En 2008, il est cascadeur aussi sur Red Cliff de John Woo, chorégraphié par Ko Rei-yoon, que la terre lui soit légère d'ailleurs, vient nous quitter. Donc c'est un gars qui, dès ses premières années, est doubleur, cascadeur et reçoit les instructions de gens comme Donnie Yen, comme Wei Tong, comme Ko Rei-yoon, qui côtoie des réalisateurs comme avec Painted Skin, Gordon Chan, John Woo avec Red Cliff. On va retrouver d'ailleurs, puisqu'il co-réalise Reign of Assassins, John Woo, qu'il va retrouver sur ce film-là, d'ailleurs dans lequel il va aussi faire les cascades et faire des doublures. J'ai aussi d'ailleurs, il me semble, je dis peut-être des bêtises, je dis ça de tête, mais il me semble qu'il est chorégraphié par Wei Tong aussi. Donc c'est quelqu'un qui va quand même collaborer et connaître pas mal de gens du cinéma hongkongais, qui va s'en inspirer fortement. Alors lui, il va commencer sa carrière en tant que chorégraphe. Il va jouer dans cette. Il joue dans League of Gods par exemple en 2016. League of Gods, d'ailleurs, il est visible sur Netflix, il me semble. Ouais, c'est vrai. Alors pour ceux qui aiment ce genre de truc, c'est un gros blockbuster chinois avec Jackie Young d'ailleurs. Un gros blockbuster chinois, plein de CGI, fantastique, avec plein de monstres, plein de trucs, très familial d'ailleurs. C'est un film très familial, League of Gods. Et donc lui, il a un petit rôle là-dedans. Donc au début, il s'essaye aussi en tant qu'acteur. Et puis finalement, c'est ses talents de chorégraphe qui vont le rattraper. Et puis il va commencer à travailler sur pas mal de séries. Et non, une série assez importante, c'est en 2013 où il est second directeur de l'action. Une série qu'on n'a pas en France et que moi personnellement, j'ai pas vue. Ouais, non, j'ai essayé aussi de trouver des images ou des extrêmes, j'ai rien trouvé. Très peu accès aux séries chinoises, les films encore, on arrive à trouver, mais les séries, en plus en entier, c'est compliqué, un épisode par-ci par-là, c'est possible. Mais... Donc il avait joué sur une série qu'on pourrait traduire par Heroes from Ancient Times, c'est-à-dire les héros de l'ancien temps. Mais pourquoi elle est importante celle-là? C'est parce que c'est là qu'il va faire la connaissance de Six Long, ou alors en mandarin Shi Chaolong, ou alors depuis 2008. Ce monsieur se fait appeler Ashton Chen. Et on verra que ça va devenir son acteur fétiche. On en reparlera plus tard. Mais c'est en 2013, avec cette série, qu'il va finalement entrer en connexion avec ce gars-là. C'est juste à noter que la même année, il est assistant à l'action sur Inferno, les soldats du feu de Danny Pang. Alors, un film que j'ai pas trop apprécié, qui est un espèce de backdraft du pauvre. Mais c'est quand même à noter qu'il y avait 2-3 scènes plutôt sympathiques, même si l'action m'avait pas semblé extraordinaire. Ouais, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est sûr, mais alors ça lui permet de rentrer en connexion avec John Lam, qui est un chorégraphe qui s'est peut-être pas foulé sur Inferno là, mais qui a quand même chorégraphié pas mal de choses, Dynasty Warriors, qui est d'ailleurs pareil visible, il me semble, sur Netflix aussi. Ouais. Swordsmaster, c'est lui qui avait chorégraphié aussi League of Gods, donc
C'est quelqu'un avec qui il avait déjà bossé. Et c'est un gars aussi qui a bossé pas mal avec Yuen Woo-ping sur les deux Matrix, pas le premier, mais le deuxième et le troisième, John Lam, qui a intégré de temps en temps l'équipe de Yuen Woo-ping, qui a bossé aussi l'action sur Spider-Man 2. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Donc il voit aussi ce gars-là bosser. Il bosse plusieurs fois avec lui. Et donc on voit. Hein, je le redis, hein, en tant que chorégraphe, il fait ses armes quand même avec la fine fleur du cinéma hongkongais. Hein, je répète, Donnie Yen, Ko Rei-yoon, Wei Tong, John Lam, et en 2017, Gordon Chan réalise God of War, où là aussi il s'occupe des cascades. Il fait des cascades, il est coordinateur des cascades, même là il n'est plus que cascadeur, il est coordinateur des cascades. Et là le directeur de l'action c'est Kenji Tanigaki. Donc le bras droit de Donnie Yen. On vous renvoie à des émissions où on a parlé de lui. On a parlé de lui dans l'émission sur City of Darkness. On a parlé de lui bien entendu dans l'émission sur Donnie Yen. Si vous voulez un peu mieux comprendre qui est ce monsieur et son importance, je vous conseille d'écouter ces émissions. Et donc il passe plusieurs mois avec Kenji Tanigaki, plusieurs mois d'entraînement, il passe quasiment 2 mois d'entraînement avant le tournage. Et je pense personnellement, on en reparlera quand on s'attaquera au film qu'il a réalisé, mais je pense que vraiment sa principale influence au niveau du cinéma d'action, c'est Kenji Tanigaki. Je pense vraiment que Queen Pen Fight, ça a été un peu son maître à réaliser l'action, si j'ose m'exprimer ainsi. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, faut noter que Kenji Tanigaki, il prépare un film d'action avec Tse-Mew qui est l'une des grandes stars justement du DTV chinois. Donc Tse-Mew dont on va reparler forcément dans l'émission. Forcément. Alors justement, Tse-Mew, la connexion avec Tse-Mew, elle se fait, à mon avis. Alors ça, c'est moi qui dis ça. Hein, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Mais alors Tse-Mew, pour les gens qui savent pas qui c'est un enfant de la balle. Hein, c'est quelqu'un qui a commencé tout jeune dans le cinéma hongkongais et qui a eu des rôles très marquants. Moi, je pense à My Father Hero de Ko Rei-yoon, qui s'appelle le Agent spécial. Agent spécial. Non tout pourri, mais bon, film. Franchement, c'est un des meilleurs Ko Rei-yoon, je crois, tout simplement. Ouais. Et qui fait, alors Tse-Mew, il fait une prestation déjà martiale pour son âge. Et dans le film, il a 10-11 ans, quoi. Hein, je crois qu'il date de 95, My Father. Ouais, il doit avoir 11 ans, un truc comme ça. Ouais. Et franchement, ce qu'il fait au niveau martial, c'est quand même dingue pour son âge. Et en plus, il montre des talents d'acteur. Franchement, il y a des scènes quasiment poignantes. Hein. Je me rappelle de cette scène quand sa mère meurt, tout ça. Enfin, je veux dire. Il montre déjà des talents d'acteur plutôt plus que corrects pour un gosse. Tse-Mew, il est important dans la carrière de Queen Pen Fight. Et la première fois, je pense, alors peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que c'est sur Mutant Tiger. Tu te souviens de ce film? Il est sorti en 2022. 2022, ouais. 2022, c'était un DTV chinois, moi que je trouve super cool. Alors c'est avec c'est une histoire avec des tigres sur lesquels on fait des expériences et qui deviennent complètement tarés, qui attaquent une ville. Et il y a Tse-Mew qui se retrouve dans ce bordel. Lui, il recherche son frère. Et puis donc, il se retrouve à essayer de s'échapper de cette ville où il est assiégé carrément par des meutes de tigres complètement dingues. Alors les tigres sont un peu en CGI, c'est très à la chinoise, mais c'est très joli, c'est très bien ficelé. Et donc l'action est signée. Alors il y a quelqu'un qui s'appelle Da Zhang dedans que je connais pas trop bien moi, qui a co-dirigé l'action avec Queen Pen Fight, mais l'action c'est Queen Pen Fight et c'est un scénario de Chang Bingjia. Et Chang Bingjia, ça va être le réalisateur la même année de Blind Sword, c'est-à-dire de comment on l'appelle en français, Eye for an Eye. Eye for an Eye, ouais. Eye for an Eye, sur lequel Queen Pen Fight va diriger l'action, il va être chorégraphe. Et qui aura comme premier rôle Tse-Mew. Donc, je pense que la connexion Tse-Mew, Queen Pen Fight, Chang Bingjia, elle se fait avec Mutant Tiger. Ouais, je pense et donc après, il y a Eye for an Eye qui va, c'est un succès, hein, c'est un truc qui va être édité chez nous, chez Spectrum, hein, le 1 et le 2, qui a été, moi je l'ai vu, je sais plus si t'étais avec moi. Non, c'était pas avec toi. C'était pas avec moi. Il est passé à la Cinémathèque, ils ont passé les deux.
Je pense que je sais plus c'était quoi, c'était l'étrange festival. C'était l'étrange festival, ouais. Qui l'ont passé. Donc des TV de haut niveau, que ce soit au niveau chorégraphique, que ce soit au niveau mise en scène. Enfin, c'est magnifique, très chambaresque, très inspiré par Chambara, par Baby Car, par des trucs comme ça. Et donc le chorégraphe de ces deux superbes films, c'est Queen Peng Fai, qui va là vraiment avoir ses galons de chorégraphe. Et qui va alors surtout alors le 1 il est génial, hein, mais alors le 2 là le 2 c'est quelque chose au niveau d'action, hein, je parle. Après on peut préférer le 1 pour d'autres raisons, qu'elle soit esthétique ou de mise en scène, mais au niveau de l'action et de la nervosité de l'action, on voit qu'il passe un step, et vraiment le 2 c'est quand même quelque chose de qui est des choses que seule la Chine et Hong Kong peuvent nous proposer encore aujourd'hui, hein. Boulot très ouais. Dans le 2, il y a une je pense que tu vas me je pense que tu as autant apprécié ce combat que moi, mais je retiens principalement le combat contre l'adversaire qui a l'épée en feu là. Ouais, c'est incroyable. Ouais, et d'ailleurs épée en feu qui va reprendre lui pour un film dont on va traiter aujourd'hui, qui est lié justement à ces deux films-là. Donc voilà, il gagne ses galons de chorégraphe. C'est un bon chorégraphe. Il sait mettre en scène l'action. Il sait comment la monter. On rappelle que ça fonctionne un peu pareil qu'à Hong Kong. C'est-à-dire que le chorégraphe d'action dans les DTV chinois, c'est quasiment le réal des scènes d'action. C'est-à-dire qu'il décide pas juste des mouvements qu'on va faire comme pourrait être un directeur de l'action à Hollywood. C'est quelqu'un qui va avoir aussi son poids sur le montage, qui va dire quand est-ce qu'on va couper, quel cadre on va choisir, quel plan on va choisir, quel serait le bon mouvement de caméra, est-ce qu'on fait un travelling, est-ce qu'on prend une caméra à l'épaule, est-ce qu'on fait... Enfin voilà, le chorégraphe dans le DTV chinois, c'est celui qui réalise les scènes d'action. Donc c'est un rôle très important, c'est presque un co-réal, surtout dans des films où les scènes d'action sont nombreuses. C'est ça. Donc là, il gagne ses galons de réal. Et entre-temps, d'ailleurs, il avait fait, ou en même temps à peu près, il avait fait les deux Fight Against Evil avec Semiu, justement, qui sont deux polars super nerveux, qui se passent justement dans le nord-est de la Chine, dans le genre de ville où on a grandi. Alors, le 1, rapidement, parce que c'est pas de ces films-là qu'on va traiter, mais le 1, le Fight Against Evil 1, il est très très bien, surtout au niveau écriture, il est supérieur au premier au niveau écriture. Après, au niveau de la mise en scène et surtout de la mise en scène de l'action, le 2, il est complètement taré. Ah ouais, le 2 est supérieur au 1 niveau de l'action. Mais dans le 1, il y a quand même des passages sympas. Moi, j'aime particulièrement le fight final dans le bus, dans un endroit très resserré avec la caméra qui va un peu virevolter autour des deux personnages. C'est vraiment un bon gros morceau. Et et je trouve que Semiu, il est vraiment bon. Il est vraiment bon dans ce rôle de flic, de jeune entre guillemets de jeune flic qui essaie de combattre l'injustice de manière un peu à la fois un peu naïve et à la fois il est forcé de faire usage de violence. Non, je trouve que c'est un rôle qui lui va vraiment très bien. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé les deux. Après je remarque au niveau de l'action pure, une espèce d'évolution, une espèce de maîtrise. Par exemple, pour revenir dans Mutant Tiger, on a un truc, il suit un peu le schéma traditionnel, c'est pas le mot, mais le schéma un peu habituel plutôt des DTV chinois, c'est-à-dire ces longs travelling très rapides qui tournent autour du combat, et puis des plans très séquencés, c'est-à-dire beaucoup de plans séquences. Et peu à peu, il va réduire ça, Queen Pen Fai. Et je trouve que c'est ça qui le particularise au sein des DTV chinois, c'est que lui, les plans séquences, il en met très peu. Ouais. C'est quelqu'un qui aime le cut, qui aime l'action cutée, et qui le fait bien. Et il fait des plans séquences quand il y a lieu d'avoir un plan séquence. Mais il fait pas plans séquences pour faire des plans séquences comme on voit dans tous les films d'action aujourd'hui américains, les John Wick ou tout. On a des plans séquences ultra longs à regarder comment on fait un plan séquence. Les Coréens aussi sont pleins de ça. Lui, il va pas du tout rentrer là-dedans, alors que c'est comme ça qu'il a commencé. Dans Mutant Tiger, on a pas mal ça. Et dès Fight Against Evil 1, on a un essai d'autre chose, d'une mise en scène et d'une cinématographie et d'un cut plus haché, plus nerveux,
que des plans séquences. On voit qu'il tâtonne dans le 1. Ouais, un petit peu. Ouais. Tu vois. Et dans le 2, vraiment, il trouve sa formule. Et cette formule, personnellement, je pense qu'elle est beaucoup liée au cinéma de Kenji Tanigaki, parce que moi, quand je regarde ses films et quand je regarde ses scènes d'action, je reconnais beaucoup de Tanigaki là-dedans. Parce que Tanigaki, c'est exactement ce qu'il fait. D'ailleurs, on a d'ailleurs reproché certaines personnes qui doivent pas tellement connaître le cinéma d'action, ont reproché à City of Darkness d'être trop cuté et illisible. Alors, écoutez, je sais pas. Je crois qu'on n'a pas vu le même film du tout. Je sais pas ce qu'il vous faut. Mais voilà, on a un peu... je pense que vraiment sa grosse influence, c'est Kenji Tanigaki. Kenji Tanigaki, d'ailleurs, qui va lui piquer... lui emprunter pas mal de ses cascadeurs pour City of Darkness. Dans City of Darkness, il y a pas mal de doublures. C'est des gens de l'équipe de Queen Peng Fai. Donc, c'est des gens qui sont liés. Hein. C'est des gens qui sont liés. Et je pense que l'influence, elle est palpable, en fait. Juste pour North East Police Story 2, hein, pour reprendre ce titre que j'aime beaucoup, il y a un combat que je trouve vraiment très très bon. Ça commence dans un grand espace et plus les combattants avancent, en fait, plus l'espace va se réduire et ça va se finir dans une espèce d'une toute petite pièce très exiguë. Je trouve que la mise en scène, elle est vraiment mortelle. Il y a tout un travail sur la spatialisation qui est complètement fou. Alors, moi, qui me fait penser, alors je sais pas du tout, hein, moi, de ce qu'il en pense Queen Peng Fai, hein, mais qui me fait beaucoup penser à l'approche de l'action de Corey par exemple, qui adore ça, foutre ses combattants dans des endroits improbables, tout serrés, et vraiment, il renoue avec ce genre de truc. Et non, c'est deux très bons films. Bons films, donc il gagne ses galons de réalisateurs. C'est des films qui sont un succès. Hein. C'est un gars qui trust les tops des plateformes de DTV chinoises, Iki et Youku, à chaque fois qu'il sort un film, parce que c'est des films qui sortent du lot, parce que c'est des films qui sont franchement mieux faits que les autres. Et donc, il va enchaîner 5 réalisations en 2024. 5, c'est quand même... C'est incroyable. Quand même énorme. Donc, on va parler de ces 5 réalisations. Alors, je n'ai pas une chronologie parfaite, mais il me semble que le premier, c'est Black Storm. Je crois que il me semble qu'il est sorti en avril 2024, je crois, mais je suis pas tout à fait sûr, mais il me semble que c'est le premier, aussi. Ouais. Et Black Storm qui renoue, alors lui, directement, c'est un polar urbain, alors, avec Sixiu Long, ou alors Ashton Chen, depuis le début, Ashton Chen, qui va devenir finalement un peu son acteur fétiche, hein, et qui s'inscrit directement dans la vibes de Fight Against Evil, c'est-à-dire qu'il se passe dans le même genre d'endroit, dans le même genre de ville. C'est pas la même intrigue, mais c'est des intrigues. Attention, on vous parle pas de films où on se prend la tête avec les intrigues. C'est des intrigues principales qu'on a vues et revues. Bon, je veux dire, ça dérangeait personne à l'époque du cinéma hongkongais. Hein. Je veux dire, des polars ou des wuxia où on a vu 50 000 fois l'intrigue. Ce qui nous intéressait, c'était la mise en scène, la façon dont est écrit le truc, si c'est plaisant, si c'est prenant, et surtout, bien entendu, si l'action est bonne. Et c'est exactement avec cette tradition-là que Queen Peng Fai va renouer avec Black Storm, qui est un putain de film quand même. Putain, moi franchement j'ai adoré. Je pense que c'est de ce qu'il a sorti cette année, il est en 2e place chez moi. Ouais, moi aussi. On a le même classement. Je pense, ouais. C'est un polar qui est. C'est un polar qui est très très brutal, qui a un côté social aussi très très fort, notamment avec les scènes d'ouverture, scène d'ouverture. Et on retrouvait un peu ce thème aussi dans le deuxième North Police Story, parce qu'il y avait pareil une histoire assez sociale. On avait une image assez belle, assez dramatique d'un couple qui était plus ou moins poussé au suicide. Donc il arrive à nous faire des bons films d'action, mais sans jamais oublier un côté social, un côté humain qui est vraiment, on le verra dans ses autres films aussi, mais qui est vraiment appréciable. Ouais, celui-là c'est vraiment un gros polar, bien vénère, bien cruel dans ses scènes. Franchement, c'est un scène. C'est clair. Et qui inaugure, je sais pas, mais il me semble que qui inaugure. Alors même si c'était croisé, comme on a dit en 2013 et tout, qui inaugure vraiment une collaboration très fructueuse entre Queen Peng Fai et Sixiu Long, Ashton Chen. Alors je vais essayer quand même, parce que c'est important d'expliquer qui c'est ce bonhomme. Hein.
Ashton Chen, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière à Hong Kong, hein, et enfant. Donc c'est marrant parce que c'est un peu le même profil que Tsemiu. Exactement. Hein, c'est un peu le même profil que Tsemiu. C'est des Chinois du continent, mais qui ont, grâce à leurs aptitudes martiales, commencé très très tôt à être embauchés à Hong Kong dans des films. Alors lui, il a commencé en 94 avec les deux Shaolin Popeye. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais. Si, ouais, ça date, mais ouais, je m'en souviens. Et donc, pareil, il était comme Tsemiu, il avait 10-11 ans, et il était dans ces films-là, il faisait déjà des choses de fou. Bah, alors lui, il faut savoir que c'est une pointure. Six Yu Long, alors moi je l'appelle Six Yu Long, alors Shik Xiaolong en mandarin, c'est quand même le disciple de Shi Hongxin, et Shi Hongxin, c'est l'abbé du monastère de Shaolin. L'abbé principal du monastère de Shaolin. Et vous savez, il est élève de l'abbé principal du monastère de Shaolin depuis qu'il a 2 ans. 2 ans, non mais c'est incroyable quoi. Depuis qu'il a 2 ans. À 4 ans, le gars, il faisait des démos à l'international de Kung Fu, Shaolin. C'est-à-dire que le temple l'envoyait faire des démos aux USA, au machin, enfin voilà, à 4 ans. Donc voilà, le gars, c'est une pointure. D'ailleurs, Kun Peng Fai, il dira souvent que lui, il utilise de vrais artistes martiaux parce que lui, c'est un artiste martial. Oui. Alors on verra on verra, on va en parler après, mais il va tenter de faire avec des gens qui sont pas des artistes martiaux et ça va pas fonctionner pareil parce qu'en fait ses exigences sont énormes. Et lui, il dit que des mecs comme Ashton Chen, Six Yu Long, il y en a pas 10 en Chine comme lui quoi. Aujourd'hui, il se plaint, hein, comme Yuan Wumping il y a quelques années disait à Hong Kong, je trouve plus d'artistes martiaux pour faire des films, ils sont tous nuls. Ils arrivent, de toute façon, ils veulent pas s'entraîner à la dure. Je suis obligé d'aller les chercher aux USA ou en Chine. Et là, on a un Chinois, Kun Peng Fai, qui dit à peu près la même chose. Hein. Il dit, aujourd'hui, franchement, des gars comme Ashton Chen, j'en trouve pas. Il y en a pas 10 comme lui en Chine. Et pourtant, en Chine, ils sont 1,8 milliard. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un putain de film. Alors, en plus, il y a un sacré méchant, hein, qui est Bao Bai Er. Alors, Bao Bai Er, que les Chinois appellent Lao Bao. Nous, on le connaît pas trop, parce qu'en fait, c'est surtout une star de série. Il a joué dans, je sais pas moi, une trentaine de séries en Chine, et c'est c'est une superstar du petit écran, mais vraiment une superstar. C'est un phénomène, Lao Bao, qui joue le méchant. Et la chose qui est très importante, c'est que c'est un mec à la base. Alors vous voyez là, et vous verrez si vous avez déjà vu le film Black Storm, c'est un gars qui a un visage très poupon, très enfantin et en innocent, fait, très innocent, et il joue toujours les mecs gentils. Il joue toujours les mecs sympas. Il a toujours les rôles de mecs cool, de bons gars. Et Kun Peng Fai, il va l'engager 2 fois cette année, on va voir. Et à 2 fois, mais c'est une enflure. Il lui fait jouer des enflures, mais vraiment des sacrés salopards. Alors dans ce film-là, c'est un sacré salopard. Et ce qui est pas mal, c'est que Lao Bao, et c'est pas un artiste martial. Ça c'est fort quand même. Quand on regarde bien, alors il est beaucoup doublé, ça se voit de temps en temps. Il est beaucoup doublé. Ce qu'il fait lui-même, c'est quand même assez simple au niveau de l'exécution des mouvements, mais franchement, c'est super crédible. Il arrive à en faire un vrai méchant, quoi. Et un vrai méchant. Alors en plus dans le jeu, alors il est détestable. Il est détestable, c'est clair. On est content quand il se fait péter la gueule, lui. Hein. Ça c'est sûr. Et super bon film. Par exemple, voilà, je pensais à ça dans Black Storm 2, par exemple. Voilà, Six Yu Long, si vous, pour les gens qui suivent un peu le cinéma, excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens. Six Yu Long, pour les gens qui aiment un peu le cinéma et qui n'ont pas vu des films comme Shaolin Popeye, il joue dans Ip Man 2, il fait un des disciples de Donnie Yen. Voilà. Donc et alors lui, il a joué dans plein de séries aussi, parce qu'il faut savoir que nous on parle des films, mais les Chinois sont très consommateurs de séries. Hein. C'est la série énormément en Chine. Nous on y a moins accès, mais donc c'est une grosse star là-bas. Et il y a une scène justement. Alors je sais pas si tu te souviens, juste à un moment il y a un méchant qui se fait masser. Ouais, si, ouais. Massé par une nana, il est dans un salon de massage là, et puis il y a Ashton Chen qui vient, qui est flic dans l'histoire, qui enquête. Alors on expliquera un peu de quoi ça parle juste après, mais
et il remplace la masseuse sans que l'autre le voit parce qu'il a la tête sur la table. Ouais. Et il voit pas, et puis il le remplace, il le masse un petit peu trop fort, donc et là donc une bagarre commence, et là il sort de la salle de massage et il se retrouve dans un couloir, et là commence un plan séquence. Ouais. Plan séquence de malade. Ah ouais, il est fort. Plan séquence de dingo. Et là le Ouais, plan c'est séquence il prend toute son utilité, ouais. Son utilité. Ouais. C'est-à-dire que vraiment là on voit, alors que sinon dans le film il n'y a pas de plan séquence. Non, c'est le seul. Ouais. Des plans de séquence, ça tire l'arigot. Là, il le fait parce que là, c'est le moment de le faire. Et c'est à ça qu'on connaît quand même un gars qui sait diriger l'action, qui sait ce qu'il veut faire et qui sait quelle technique l'employer et quand. Et là, ce plan séquence-là, il est ultra efficace. Ultra, ouais. Vraiment, on en a vu beaucoup des plans séquences avec justement des fights dans des couloirs, mais je pense que dans Black Storm, c'est facilement top 3, quoi. Il est vraiment bien. J'ai revisionné pas mal de trucs. Il me semble que c'est dans Black Storm aussi où il y a cette bagarre dans l'ascenseur, là. Ah ouais, c'est dans Black Storm. Ouais. Incroyable aussi. Incroyable. Alors là, c'est pas un plan séquence, c'est cuté, mais putain, la maîtrise, la maîtrise de l'action, la façon de rendre les coups nerveux, non, c'est franchement, moi je vois pas ça ailleurs, hein, je suis désolé. Hein. Non, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui aiment le cinéma d'action. Moi aussi, je les aime. Hein. Le cinéma d'action américain, le cinéma d'action indien, j'adore ça pour d'autres raisons. C'est ça. Le cinéma coréen qui a aussi ses qualités. D'ailleurs, je pense que Queen Peng Fai aussi, ça se remarque, est quand même pas mal inspiré par le cinéma sud-coréen. Mais une telle maîtrise dans l'action, je vois vraiment ça ailleurs quand même. Ouais, c'est grave. Ce qu'il y a dans ce fight et dans tous les autres, il n'y a jamais ce moment de flottement qu'on retrouve dans beaucoup d'autres films. Moi, par exemple, cette année, j'attendais beaucoup le Timo Tchadjanto, là, The Shadow Strays. Ouais. Et dans énormément de ces scènes, il y a trop de moments de flottement ou d'hésitation. On attend que le bon timing se fasse. Et là, dans les Queen Peng Fai, et principalement dans cette scène d'action-là, dans l'ascenseur, il n'y a jamais ça, je trouve. C'est d'une fluidité, c'est remarquable. Alors c'est marrant que tu me parles de ça, parce que je pensais à ça justement. Timo Tchadjanto, il a alors Mad Movies, qu'on remercie, je crois que c'est dans leur numéro sur Godzilla. Il y a des très bons articles sur Godzilla écrits par notre ami qu'on embrasse fort, Fabien Moreau. Et des interviews de Shinichi Wakasa et tout. Et à la fin du numéro, il y a un petit interview de Timo Tchadjanto. Il me semble que c'est François Co qui l'a interviewé, mais je suis pas sûr. Okay. Et dans lequel il dit ouais, moi c'est vrai, j'ai du mal à placer ma caméra, j'ai du mal à me calmer, je fais des trucs super cut, super rapides, parce que j'ai pas encore atteint la maîtrise d'Akira Kurosawa. Akira Kurosawa, il savait ce dont la caméra avait besoin en gros, et il avait pas besoin d'en faire des caisses pour faire un film d'action palpitant. Hein, sa caméra, Kurosawa, c'est à la japonaise, donc très statique, très lente, et tout ça. Et donc il disait, il s'est donné à manger en gros à sa caméra, alors que moi je suis un débutant, donc je la bouge partout, je montre tout ce que je sais faire parce que je la bouge partout, je fais plein de plans, oh là là. Et c'est vrai qu'un peu chez Tchadjanto, on ressent ce petit truc là. Tout à fait. Avec des moments de flottement. Queen Peng Fai, ça bouge, c'est pas du Kurosawa. Ça essaye plein de plans, ça cut quand il faut, où il faut, on ressent pas ce flottement. Il est en pleine maîtrise, à mon avis, de cet art-là. Alors, je dis pas qu'il peut pas avoir des défauts et qu'il peut pas avoir des défauts de maîtrise à plein de niveaux, hein, qu'on peut dire scénaristique, actoral, ce que vous voulez. Mais alors, au niveau de l'action, alors notamment avec Black Storm, on est vraiment dans du très 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 grand niveau, de la très très grande maîtrise de la cinématographie martiale. Exactement. Alors en gros, on l'a pas dit, excusez-nous, mais ça parle de quoi, Black Storm? Black Storm, c'est une espèce de. Alors, ça fait un moment que je l'ai pas revu comme. Je l'ai vu il y a 2-3 mois. Ouais. 2 mois, on va dire. Et c'est une histoire d'un peu de corruption immobilière, je crois. Ouais, exact. Ouais, il y a un mec, c'est Lao Bao, qui essaye de faire acheter des terrains avec des méthodes pas très catholiques, on va dire. Et un gros dégueulasse, un espèce d'entrepreneur mafieux
Et donc, on va avoir ce flic qui est Ashton Chen, qui va essayer de lui barrer la route. En gros, si on veut, c'est un peu ça l'histoire. Hein, d'accord. Ouais. Avec plein de sous-intrigues, enfin pas plein, parce que c'est des films qui sont assez simples au niveau de leur intrigue, mais avec des sous-intrigues, avec pas mal de choses. Mais ouais, Black Storm, gros morceau. Moi, ouais, je pense que c'est le deuxième que je mettrai sur la liste de ces films cette année à Quentin Fight. Donc, on vous le conseille ardemment. C'est un moi, je l'avais vu sur Dailymotion, je crois. Donc, si jamais des gens cherchent à le voir, il sera. Moi, il me semble que je l'avais vu sur YouTube. Okay. Et puis, mais je l'avais vu avec des sous-titres écrits trop petits. J'avais pas compris toute l'intrigue. Et puis je l'avais revu. Celui-là, vous le trouverez sur YouTube, hein. Mais en VOSTA, je sais pas s'il est en multisub. Alors, les multisubs, c'est un français approximatif. Hein, on vous prévient quand même. Et que mais bon, ça suffit pour comprendre l'intrigue. Surtout que les intrigues sont très simples. Franchement, Black Storm, c'est presque un truc que vous pouvez regarder, même sans sous-titres, vous comprendrez à peu près ce qui se passe. Ouais, tout à fait. Et donc après ça, à part si t'as quelque chose d'autre à dire sur Black Storm. Non. À part le conseiller de tout cœur, non. Ouais. Donc après ça, lequel vient en deuxième? Alors je sais pas, moi la chronologie, je l'ai pas exactement. Je l'ai pas exactement non plus, mais je crois que c'est Treasure Hunting. Là. Treasure Hunting. Ok. Je crois. Ouais. Alors Treasure Hunting, c'est un film, c'est un genre de Benjamin Gates, hein, c'est une chasse au trésor, hein, mais en mode chinois, très sympa. Ouais, très sympa. Moi, j'ai bien apprécié. C'est le genre de petit film d'aventure cool, mais bien soigné. Là aussi, il y a pas mal d'action, pas mal d'aventures. J'ai passé un bon moment, ma foi. Ouais, moi aussi, j'ai plutôt passé un bon moment. On va pas dire que c'est son meilleur film, hein. Non, des 5, c'est celui que entre guillemets, que je préfère le moins. Ah, pas moi. Du coup, nos tops sont pas tout à fait. Vous verrez lequel c'est quand ce sera le cas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Treasure Hunting? Pas mal fait. Non, pas mal fait. Il y a quelques effets spéciaux. Bon, le film n'a pas dû avoir un budget incroyable, mais il y a deux, trois effets spéciaux. Bon, qui, notamment, il y a un grand serpent qui est. C'est pas le pire de ce que j'ai vu. C'est pas le meilleur non plus. Mais les effets spéciaux sont un peu. Ouais, c'est quand même acceptable pour ce genre de production, mais on a vu ailleurs, on va dire. C'est ce qui se fait dans les TV chinois. Ouais, c'est vrai qu'il y a, il y a ce serpent géant qui arrive. On sent le CGI, hein, on va pas se mentir. Ouais, carrément. Mais ça reste très sympa. Alors moi, je vais pas pouvoir vous parler plus que ça des acteurs parce que c'est des acteurs que je connais pas. Non, ok, j'en connais aucun, moi. Je n'en reconnais aucun. Voilà, c'est un genre de. Voilà, si vous aimez bien Benjamin Gates, même les Indiana Jones, hein, tout à fait. Hein. Enfin, voilà, la chasse au trésor, les films un peu comme ça. Alors là, ça, c'est semi-historique. On a ça se passe sur deux époques, et puis on a ces chasseurs qui viennent chercher un trésor. Parce que c'est pendant l'occupation japonaise, si quand même ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que finalement, sous ces travers, on verra et ça reviendra plusieurs fois sous ces airs très familiaux, parce que ça, c'est un film très familial. Black Storm l'était pas du tout. Ouais. Un film violent. Et là, c'est un film très familial qu'on peut regarder en famille et qui a quand même un sous-texte politique. Ouais, quand même. Hein. Un sous-texte politique, puisque quand même, encore une fois, avec le cinéma chinois, les Japonais, c'est des gros. Ouais, ils prennent une petite claque derrière la tête là. Et donc on a une équipe de Japonais aidés par une espèce de secte chinoise qui se fait embobiner par l'armée japonaise, qui fait concurrence à 3 chercheurs de trésors, donc deux gars et une femme, qui vont aller chercher ces trésors. Donc on a des effets spéciaux, des effets spéciaux à la DTV chinois. Hein. Donc, on n'est pas chez George Miller, mais c'est quand même sympa. Les scènes d'action sont plus que correctes. Carrément. J'ai trouvé personnellement qu'il s'était moins foulé. Ouais. Une Pink Fight. Mais finalement que ça correspond aussi à ce type de production. C'est une production familiale. C'est un film qui est destiné à un public plus jeune, je pense.
Et donc bon, très correct, plutôt sympa. Ouais, plutôt sympa. Moi, le final, le final, il m'a fait penser rapidement à celui de l'Exorciste chinois 2, au niveau des lieux, puis au niveau de l'ennemi, là, à un moment donné, qui a les yeux, l'espèce de zombie bizarre, là. Je sais pas exactement ce que c'est, mais au niveau de l'affrontement, avec les yeux rouges, là. Ouais. Ouais, il y a quelques, on verra qu'il fait pas mal de références au cinéma hongkongais aussi dans tout à fait. Voilà, moi j'aurais pas grand chose d'autre à en dire. C'est un film que j'ai pris plaisir à regarder. Pareil. Voilà, je vais pas vous mentir, je le reverrai pas une deuxième fois. C'est bon, je l'ai vu. Je pense pas, ouais. Je me referai peut-être le final, moi, que j'ai trouvé sympa, mais ouais, sur la fin, c'est un peu rushé et tout. Ouais, c'est clairement pas son meilleur, mais ça reste un divertissement très cool. Quand on fait 5 films en un an. Ouais. Franchement, quand tu vois qu'il y a des gens qui mettent, pour faire ce genre de film, un Treasure Hunting, là, il y a des gens qui mettent 1 an et demi chez Marvel. Donc, bon, lui, il a fait ça en 3 semaines. C'est pas mal du tout. Mais c'est quand même pas son meilleur, et je pense pas que c'est sur ce film qu'on aura le plus de choses à dire. Non, ouais, c'est son film le plus mineur, je pense, pour moi, en tout cas. Tout en étant très cool, hein, quand même. Hein. Mineur dans l'intention, oui. Bardé de défauts, j'en ai un autre, moi, personnellement, que j'aime bien, et qui a pas mal de défauts, j'en parlerai quand on l'abordera. Donc après Treasure Hunting, pareil, Treasure Hunting, il est disponible sur YouTube. Hein. Vous tapez Treasure Hunting, Queen Peng Fai, vous le trouverez. Et je crois qu'il est même en multisub, donc ça veut dire vous pouvez avoir une espèce de traduction un peu toute pourrie en français. Sinon, vous avez les sous-titres anglais qui sont un peu mieux. Ouais. Voilà. Alors après, gros morceau, puisqu'après on vient à, pour moi, ce qui est son meilleur film 2024, puisqu'il en a fait 5, et qui est pour moi dans mon top 10 de l'année aussi. C'est Blade of Fury. Alors déjà, quel titre, puisque parce que ça nous rappelle quand même le Blade of Fury de Sammo Hung. Au début, moi j'ai même pensé, quand on avait un peu de news, oui, Queen Peng Fai prépare un Blade of Fury, je crois que c'était un remake. Ouais, moi aussi j'y ai pensé. Avec Blade of Fury. Alors moi, Blade of Fury, c'est un de mes films préférés. Vraiment préféré de Sammo Hung. Voilà, il est toujours dans le trio de tête, on va dire. Mais quel putain de film. Ah ouais, franchement, il est ouf. Il est incroyable. Et surtout, on va en parler, mais le fait qu'il l'ait fait, lui aussi, mais lui vraiment en un mois, je trouve ça. Il a été tourné en 26 jours, ce putain de film. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une anomalie, quoi. 26 jours pour faire un des meilleurs films d'action de l'année. Je trouve ça bluffant, quoi. Alors, ça nous fait faire un lien avec ce qu'on disait au départ quand on vous parlait de Eye for an Eye, de Bloodsport, puisqu'il a plusieurs titres, dont il avait dirigé l'action, mais dont il n'était pas réalisateur. Ce film-là, Blade of Fury, c'est un spin-off qui se passe dans le même univers. Ouais. En fait, Eye for an Eye, ça a été un carton phénoménal en Chine. Hein, ça a été un truc de fou. Il est arrivé jusqu'à chez nous. Il a été même joué en salle. Ouais, il a été joué en salle au Forum des Images. Je sais pas si je n'ai pas dit la Cinémathèque tout à l'heure, mais non, c'était au Forum des Images. Le Forum des Images. Il a été joué en salle jusqu'à chez nous, donc voilà, et il est édité chez nous. On vous rappelle que c'est pas déjà sorti, hein, mais ça va sortir, il me semble, bientôt. Spectrum, c'est bientôt. Ouais. Spectrum va sortir les 2 films. Et donc dans Eye for an Eye, c'est Tsemiu qui joue un chasseur de primes. Alors c'est des films en costume, c'est des films d'époque. Hein. Ouais. Et là, on suit un autre chasseur de primes qui va être joué par Sixiu Lung, par Ashton Chen, mais dans le même univers. Alors lui, il s'appelle Le Chacal. Il est pas aveugle, mais c'est le même univers que Eye for an Eye. Et en fait, tout ça, c'est un producteur de Ichi qui s'appelle Wei Junzi, qui après le succès de Eye for an Eye, s'est dit mais pourquoi on va pas faire un Eye for an Eye Universe? D'accord. Et en fait, si vous regardez dans l'intro de Blade of Fury, pour ceux qui le verront, pareil, il est trouvable sur YouTube. Dans Blade of Fury, dans l'intro, quand on présente le héros, il va s'attaquer directement à une bande qui a kidnappé une nana. Bref,
Donc lui, il est chasseur de primes, il les pourchasse. Et il cite quatre grands chasseurs de primes. Ils leur disent, nous, on s'est pas quittés. Les seuls chasseurs de primes dont on a peur, c'est le chasseur aveugle, celui de Blind Sword, c'est Mew, le chacal, Ashton Chen dans ce film-là, dans Blade of Fury. Et après, il en a deux autres, l'homme aux cheveux gris, et puis le quatrième, j'ai oublié le nom. Et en fait, ces quatre personnes, bon, c'est Mew, ça y est, le chacal, c'est celui-là, et les deux autres personnes qui restent vont avoir aussi leur spin-off. Donc il y a vraiment une volonté de faire un espèce de Blind Sword universe, hein. D'accord. Et là, donc, Wei Junzi, il se dit, pourquoi pas, je vais prendre comme réal, et il propose cette réal à Queen Peng Fai qui avait chorégraphié les deux premiers. Et là, il lui propose de le chorégraphier et de le réaliser. Et donc, lui, il va choisir, bien entendu, son égérie, sa muse, Six Long. Et le résultat, c'est incroyable. J'ai kiffé, je l'ai déjà vu 4 fois, je crois. Ça, ouais. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois, mais quelle claque, quoi. Franchement, que ce soit, alors, au niveau de l'histoire qui est quand même, on va dire, assez classique, mais au niveau du développement du personnage, je trouve qu'il a vraiment fait un bon taf, parce que c'est un héros qui cherche la rédemption, parce qu'il a commis des crimes très très graves. Il va chercher une rédemption et il va l'avoir, entre guillemets, en ayant en charge un bébé, un nourrisson. Voilà, donc évidemment, on va penser, il va voyager un peu partout. Alors forcément, on va penser à Baby Cart. L'hommage est vraiment évident. Ouais. On y pensait déjà avec le Eye for an Eye 2. Oui, ça reprend un peu les canevas narratifs de Eye for an Eye 2. C'est-à-dire qu'on a ce chasseur de primes qui est pas habitué à s'occuper d'un môme, qui s'occupe d'un môme. Et puis il y a cette nana qui le soigne. Ouais, aussi, ouais. Qui a un rôle un peu similaire. Il y a un rôle un peu similaire dans Eye for an Eye. On a une nana aussi qui soigne et qui accompagne et qui soutient Mew dedans. Alors c'est marrant parce que le dernier plan de Blade of Fury annonce l'affrontement entre Ashton Chen qui joue dans Blade of Fury et Mew qui joue dans Eye for an Eye, puisque le dernier plan c'est Mew, le chasseur des primes aveugles, donc qui regarde, qui est fait par Braille, hein, lui qui est en train de tâter comment on appelle ça déjà, la recherche, le contrat du héros de Blade of Fury, c'est-à-dire le chacal. Et donc on se dit, finalement il va se mettre à le rechercher et puis ça se finit sur sa tête. Tac, donc on sait l'univers, on le savait avant, mais là ça. Et en fait cette scène-là, elle a été tournée même avant le tournage. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, Mew, il est venu, on a tourné cette scène avant même que le tournage du film commence. C'est la première scène qui a été tournée pour ce film. Et c'est Mew qui recherche Ashton Chen. Donc, on a commencé directement avec ça. Donc, le tournage a duré 26 jours. Les 2 tiers du temps pour les scènes d'action, qui sont complètement cinglées. Et en plus, justement, alors Tsang Bingjia, qui avait réalisé Eye for an Eye 1 et 2, avait choisi une formule beaucoup plus inspirée du chant Baha. Là, on est presque dans le comics, en fait. Ouais, carrément. C'est décomplexé, c'est des idées de fou, c'est très très BD, très manga, en fait. Ouais, tout à fait. Dans les bagarres, dans les personnages, dans l'intrigue, dans tout ça, il va y avoir une version black and chrome de ce film. Ouais, il veut faire son Fury Road de Black and Chrome. Ouais, il veut le faire en Black and Chrome parce que il dit que ça rehausse les performances martiales, en fait. Pour lui, les prestations martiales sont rehaussées par le noir et blanc. Et en fait, lui, c'est un connaisseur d'arts martiaux. Six Long, l'acteur principal, c'est un connaisseur d'arts martiaux. Et si on regarde bien, ils ont complètement adapté les chorégraphies à son nom. Il s'appelle le Chacal et il fait des trucs d'animaux dedans. Il se fout par terre, il se gratte la tête. À un moment, je crois qu'il mord même un gars. Ouais, il le mord, carrément. Donc, ils ont même adapté la chorégraphie. On verra qu'il fait ça souvent, Queen Peng Fai. Il va adapter la chorégraphie à la personnalité de son personnage. C'est-à-dire que le style de combat est adapté et va approfondir la personnalité du personnage, qui se fait, cette écriture et cet approfondissement, par des mouvements martiaux.
et pas par des dialogues ou des situations, d'accord? Il personnifie son personnage par son style de combat. Et donc ça aussi, c'est quand même important à noter. Alors justement, tu me parlais de l'épée de feu dans Eye for an Eye, elle est reprise, elle est reprise dans Blade of Fury, puisque le méchant a une épée aussi qui s'enflamme, hein, comme ça il fait un petit clin d'œil aux deux volets précédents de la saga. C'est un film aussi où il va repousser complètement les limites de la chorégraphie, parce que par plan, on a des plans. Attention, c'est pas des plans séquences, hein. Ça va super vite. Ouais. Les gars, c'est des tops en arts martiaux. Il y a certains plans où ils s'échangent plus de 20 coups, mais sur quelques secondes. Ouais, alors c'est quasiment du jamais vu, même à Hong Kong. Ah ouais, non, il fait ça et c'est lisible et c'est un truc de fou, c'est super bien chorégraphié. Et vous comptez les coups, il y en a plus de 20, il y en a 21. Alors les scènes, lui-même il l'a dit, hein, Kun Peng Fai, parfois ils ont tourné des scènes 15 fois. Ouais, bah oui, bien sûr. Donc quand tu dis qu'ils ont réussi à tourner des scènes 15 fois sur 26 jours. C'est fou, hein. Les journées de tournage, je sais pas combien de temps ça durait, mais ça devait être. Ah ouais, c'est la chinoise, hein. Les gars. Et en plus, moi, je remarque, par exemple, il reprend des techniques vieilles dans Blade of Fury. Alors, il l'a fait un peu avant, mais ça se voyait moins. Mais là, il tient vraiment à ce que ça se voit. On a des accélérés à la Tony Liu. Oui. Tu sais, dans les échanges. Oui, j'ai remarqué. Ouais. Ça s'accélère comme ça, et c'est visible, c'est fait exprès. Et donc ça, c'est complètement un hommage au cinéma de Hong Kong qui utilisait beaucoup cette technique dans les années 80 et 90, mais surtout 80. Et puis en même temps, on a quand même le grand méchant, un spoiler, hein, qui se fait trancher en deux par une épée. Ah ouais, mais quand j'ai vu ce plan, j'ai sauté en l'air, mais magnifique. Et ça, c'est complètement un hommage à Tony Liu qui dans Secret Service of Imperial Court, où le méchant à la fin se fait trancher en deux. Comme ça, dans quel autre film aussi, on a un gars qui se fait trancher en deux, il aimait ça, Anthony Liu. Et donc moi j'ai perçu ça en tout cas comme un hommage à ces films-là, et d'ailleurs même dans son ton qui s'inscrit complètement dans cette tradition. Donc Blade of Fury, c'est quand même un sacré gros morceau. Ouais, il est magnifique, franchement. Ouais. On a le même top 1, je pense que c'est notre film préféré du réel. C'est mon film préféré, ouais. C'est mon film préféré. Et c'est marrant parce que tu vois, Ashton Chen, il se bat. Alors il est ivrogne dans le film, hein, il est alcoolique. Ouais. Et il se bat donc comme un animal. Et il est tout le temps un peu arc-bouté. Il est tout le temps un peu recroquevillé sur lui-même. Il tourne sur lui-même. Il se bat un peu comme un animal, on va dire. Alors superbe. Hein. C'est des chorégraphies de fou, voilà quoi, des mouvements martiaux de malade. Et au dernier combat, il est complètement debout. D'accord. Donc encore une fois, c'est par les scènes d'action que le développement personnel d'un personnage se fait. C'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire il commence quasiment recroquevillé, puis peu à peu dans les chorégraphies, si vous faites attention, il se redresse. Et à la fin, au combat final, au climax, complètement debout. Donc donc c'est des films réfléchis, ils se font très vite, mais c'est réfléchi. Mais c'est réfléchi dans l'action, c'est des films d'action. Tout à fait. D'action, mais qui disent plein de choses par le mouvement. Et je pense que ça, c'est aussi le signe, c'est le signe d'un grand réel. Ouais. Au départ, le personnage, il nous est vraiment dépeint comme vraiment une loque, quoi. Quand même, il est alcoolique. On le retrouve allongé dans une ruelle à se prendre des coups, mais il a vécu un traumatisme. Il cherche, comme je l'ai dit, une rédemption parce qu'il a été forcé de tuer une famille. Et à la fin, justement, lors du combat final, il a la chance de rattraper rattraper son erreur et pouvoir sauver une famille également, et c'est effectivement là qu'il se redresse et toute l'ampleur du personnage se dessine dans cet aboutissement. Non, vraiment, alors c'est magnifique. Ouais, comme Joe il vient de le dire, hein, c'est des films qui fonctionnent sur des canevas qu'on a déjà vu plein de fois. Hein, c'est souvent ça. Hein. Dans le Wuxi Appian, on a ça souvent, même dans le polar. Enfin, je veux dire, c'est dans la série B, qu'elle soit hongkongaise ou chinoise, on a souvent ça. Mais là, ça fonctionne super bien. Il y a aucun bout de gras, ça passe comme une lettre à la poste, et c'est vraiment du très 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 bon boulot. Moi, je vous le dis, hein, j'ai un top dans mon top, bien entendu, cette année.
Je ferai pas de top parce que j'aime pas les tops, mais si je pense aux films qui m'ont marqué cette année, je vous ai dit, il y a Second Life de Chris Wu, il y a City of Darkness de Soi Chang, bien sûr. Il y a Furiosa de Miller, mais pas très très loin, il y a Blade of Fury, qui moi, personnellement, m'a beaucoup marqué en tant qu'amateur de cinéma d'action. Hein. Bien entendu, si vous cherchez des intrigues et des scénarios originaux, très évolués, c'est pas ce qu'on vous propose là. Là, on vous parle vraiment de série B d'action, mais très 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 bien ficelé. Exactement. Pas mieux, hein, t'as tout dit. Franchement, c'est un très bon film et j'ai très hâte de voir la suite du développement de cet univers et moi aussi, surtout si c'est lui qui s'en occupe. Ouais, je pense que ça sera lui quand même qui va rester aux commandes. J'espère en tout cas. J'espère. Bon, autre chose à dire sur Blade of Fury? Non, je trouve qu'on a bien fait le tour. Hein. On peut vraiment que vous le conseiller, vous le recommander. C'est un film qui... Et puis il invente des armes, et puis il se sert toujours de tout, alors qu'une Payfire, on l'a pas dit, mais il se sert de tout ce qu'il y a dans le décor à la méthode pour renouveler son action. Il y a des armes pas possibles, il y a des personnages sortis d'une bande dessinée, d'un manoir. Enfin voilà quoi. Alors lui, son but aussi au niveau narratif, c'est ce qu'il a dit, Queen Payfire, c'est il voulait faire un John Wick en costume. Alors au début, tu te dis mais pourquoi il me dit ça? Parce que ça n'a rien à voir avec John Wick au niveau de la mise en scène. Ouais. John Wick, c'est des plans en séquence, souvent un peu mou, un peu répétitif. Moi, je prends plaisir à regarder John Wick. Ouais, moi aussi. Mais c'est de la chorégraphie appris par cœur. On voit que c'est pas parfois on se dit, ça se voit qu'ils sont en train de faire une chorégraphie et pas de se taper dessus. On n'a pas du tout cette impression. C'est un film très cuté, justement, qui fait beaucoup penser. Moi, alors là, Blade of Fury, dans le traitement de l'action, il me fait vraiment penser au travail de Kenji Tanigaki sur City of Darkness. C'est un montage très cuté comme ça, mais toujours lisible, toujours très spatial. C'est ça qui est fou, le montage. Les scènes d'action sont d'une lisibilité incroyable, quoi. Malgré les cuts. Donc c'est très cuté, c'est tout ça. Il n'y a pas de plan séquence, quasiment pas. Moi, j'en ai pas remarqué. Et donc voilà, c'est un sacré morceau. Celui-là, on vous le conseille vivement. Blade of Fury, c'est un truc à voir si vous aimez le cinéma d'arts martiaux, tout simplement. Ouais, tout simplement, c'est clair. Et donc après, celui-là vient donc le 4e film, il me semble. Ouais, 4e. Ouais. Et il me semble que c'est Curbing Violence. Ouais. Gros morceau là aussi, je trouve. Très 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 gros morceau. Alors Curbing Violence. Excuse-moi. Non, vas-y. Explique-moi un peu l'intrigue. Curbing Violence, ça reprend un peu un peu les mêmes éléments sociaux qu'il y avait dans Black Storm. Et ce qui est marrant, c'est que le méchant est joué par le même acteur, en fait. C'est pas le même personnage, mais il est joué donc par cet acteur au physique si particulier, très poupin, très innocent, mais qui là encore va jouer une raclure. Je vais dire un gros mot, mais dans ce film-là, c'est quand même le roi des fils de pute. Ah, c'est clair. Puis le personnage je le trouve vraiment fort en tant que méchant, parce qu'il est alors il est atteint d'une maladie grave, je crois qu'il est en stade terminal de je sais plus quoi. En fait, on sait même pas vraiment, parce qu'en fait, c'est son maître taoïste Feng Shui là qui lui dit t'es malade et pour guérir, il va falloir que tu couches avec une femme, alors spécifique, qui serait née à tel moment, à tel nana, qui aurait telle particularité, et il tombe sur cette femme qui travaille dans son entreprise. C'est ça. Et en fait, le gars, il est super superstitieux, et sa peur de la mort et sa superstition vont l'amener au pire, c'est-à-dire à violer cette femme. Ouais. Et finalement, ça se passe mal, le viol se passe mal, comme toujours, comme tous les viols, mais finalement, il en arrive même à la tuer. À la tuer, ouais. Puis, la scène je m'attendais pas vraiment à ce que la scène soit aussi longue. Le malaise est vraiment présent, parce que la scène, elle dure, et puis une fois qu'il a fini ce crime ignoble là, finalement il se met à l'étrangler pour la faire taire, parce qu'il y a un voisin qui tape à la porte, et ça dure, il étire le truc, il étire le malaise, et c'est vraiment on sent même le malaise du méchant qui
qui finalement est poussé à devenir de plus en plus une pourriture. Au début, il sait pas trop quoi en faire. On comprend qu'il avait pas vraiment l'intention de la tuer. Ouais. Que les choses se passent comme ça, qu'il faut qu'il la fasse taire parce qu'il y a un mec qui frappe à la porte. Exactement. Puis lui, c'est un homme courtisé, très riche, un multimilliardaire, très puissant, très puissant. Les médias le suivent. Il a une belle image. Il faut qu'il la préserve. Et puis ce mec-là, il se retrouve à faire les pires horreurs pour cacher ce truc-là. Manque de bol. Ouais. Manque de bol. La victime est la voisine, est pratiquement la sœur d'adoption d'une femme flic. Ouais. Et elle va pas le lâcher. Et cette femme flic, elle est jouée par Zhang Lucia. Et Zhang Lucia, c'est pas n'importe qui au niveau martial. Zhang Lucia, c'est une femme chinoise. Hein. Elle est née en Mongolie, d'ailleurs. Elle est née en Mongolie et c'est une femme qui pratique les arts martiaux depuis qu'elle a, pareil, 10-11 ans. Elle a commencé par la danse à 6 ans. Et puis, vers 11 ans, elle rentre dans une école d'arts martiaux. Et après, à 13 ans, elle rentre dans au temple Shaolin. Et elle se fait former chez Shaolin. C'est une femme, hein. Et elle s'entraîne avec qui, cette jeune femme, à votre avis, à Shaolin? Avec monsieur... Bah ouais, voilà. Eh ouais, parce que lui, c'est l'élève du maître du temple. Donc, c'est une co-disciple de Ashton Chen. Et qui maîtrise les arts martiaux comme elle est forte. Comme jamais. Elle est championne nationale depuis... elle a été championne nationale, je sais plus combien de fois, 5-6 fois en Kung Fu Wushu. Et en fait, un jour, elle regarde Tai Chi Master de Yuan Wuping et elle se dit, bah moi, je veux faire ça, je veux faire du cinéma. Je veux faire du cinéma. Et alors nous, on la connaît moins, hein, mais elle a joué dans une flopée de séries et de films chinois, des TV que moi, personnellement, j'ai pas beaucoup vu. Non plus. Pas beaucoup vu cette fille. Et pour Queen Pen Fai, lui, il le dit carrément. Il dit, cette fille-là, elle est plus forte que toutes les actrices de Hong Kong réunies. Donc plus forte que, tu peux me citer n'importe laquelle. Et je comprends pourquoi il dit ça. Il dit pas ça dans le sens que ses films sont meilleurs, mais c'est une vraie pratiquante d'arts martiaux. Ouais. Un peu comme Sharon Young à HK, par exemple, d'accord, ou qui était une vraie pratiquante d'arts martiaux. Mais la plupart des femmes, ou Cynthia Rothrock, qui est pas hongkongaise, mais qui est une vraie pratiquante d'arts martiaux. Mais sinon, la plupart des femmes qui ont officié dans les films d'arts martiaux, je pense à Michelle Yeoh, je pense à des profils comme ça, à la base, c'est des danseuses. Ouais, c'est vrai. C'est des danseuses, donc elles ont la dextérité de mouvement. Voilà, comme c'est des danseuses, elles sont à l'aise avec leur corps, avec leurs mouvements, et on peut leur faire très rapidement, on va dire, les introduire dans un espèce de mouvement martial, de leur apprendre des mouvements martiaux qu'elles arrivent à effectuer. Mais au départ, c'est pas des artistes martiales. Elle, c'est une petite qui est née là-dedans et qui a grandi dans les arts martiaux, d'accord. De toute façon, elle, quand elle était petite, elle voulait être ou soldat ou policier. Donc voilà, c'était. Ouais, voilà, c'était ça. Quoi. Donc Zhang Lucia, c'est quelqu'un qui a un nom qui monte énormément en Chine et c'est une vraie pratiquante d'arts martiaux. Faut savoir que quand elle a fait ce film-là, à la première scène d'action qu'ils ont tournée, c'est la scène autour de la piscine. Tu vois la scène. Ouais. Tu sais, ils sont à une soirée. Alors elle est à une soirée, ouais. Elle est avec sa copine. Au début, elle est pas morte, hein, la copine. Et puis elle tombe nez à nez avec Lao Bao qui joue le méchant. Et puis là, il y a quelqu'un qu'elle recherche qui est là, donc elle lui court après pour essayer de le choper. Tu te souviens de cette scène? Oui, c'est vers le début. Ouais. Et là, en fait, elle glisse pendant le tournage là de cette scène. Elle glisse sur le bord de la piscine et elle se fracture le genou. Fracture du genou dès la première scène. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un de normal s'arrêterait, mais quelqu'un comme elle, elle continue. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il va faire Queen Pen Fai? Il va jamais la faire courir. Si vous regardez dans le film, elle court jamais. Elle court jamais parce qu'elle a le genou en bouillie. Mais elle est là, elle fait des scènes de ouf. Mais Queen Pen Fai, il va réadapter, recorégraphier le film en tenant compte de ça. C'est-à-dire qu'au début, il avait prévu un storyboard, des scènes d'action avec une actrice en pleine possession de ses moyens, on va dire. Sauf que là, il a une actrice qui a le genou cassé. Et il va adapter toutes ses chorégraphies au fait qu'elle ait le genou cassé. Et pas une seconde, ça se sent qu'elle est blessée. Ah mais non, carrément pas. Elle est magnifique dans le film. Ouais. Alors c'est un film qui a beaucoup moins de scènes d'action que le reste des films dont on a parlé, parce qu'il avait aussi cette intention-là avec ce film-là. Alors je sais pas exactement, mais je pense que pour Queen Pen Fai, c'est son préféré celui-là. Je parle en son nom, il l'a jamais dit, mais moi je pense tout simplement parce que
Par contre, il a fait plusieurs déclarations en disant avec ce film-là, j'ai voulu montrer que j'étais un vrai réalisateur et pas qu'un mec qui sait faire de la bagarre. C'est faire de l'action. On a des scènes d'action, attention, hein, le film a quand même pas mal de scènes d'action qui fonctionnent très bien et tout, mais c'est un film où il y a une vraie intrigue. Le scénario, il a été réécrit plus de 10 fois. Voilà, on a un jeu d'acteur. Lao Bao, il est complètement Non, mais il est incroyable. Et en fait, il y a un vrai jeu d'acteur, une vraie intrigue. C'est un vrai polar à intrigue avec une vraie histoire sur fond de superstition, sur fond de trafic d'influence. Ça aborde bien sûr le thème de l'agression sexuelle. C'est ça qu'il voulait faire. Et avec ce film-là, surtout, il voulait avoir une femme en héros. Parce que lui, ce qu'il voulait faire au départ, c'est un girl with guns. Ça Encore une fois, le rattachement au cinéma hongkongais. D'accord ? Et donc, lui, il a dit, moi, avec ce film-là, j'ai voulu montrer que je savais réaliser des films autres que d'action, bien entendu. D'action pure. Hein. D'action pure, hein. Mais voilà, avec un développement de personnage un peu plus important. Et je trouve qu'il a pas mal réussi son pari. C'est un film super prenant. Alors, c'est un film très chinois qui aborde des thèmes qui vont plaire au gouvernement chinois. Bien entendu, ce gars-là, c'est un milliardaire, corrompu, meurtrier, et bien entendu, le gouvernement comme la police sont complètement intègres et pour sauter ce mec-là, parce que bien entendu, le gouvernement et la police chinoise sont au service du peuple. Hein, on va pas remettre ça en cause. C'est un film aussi qui attaque directement la superstition. On sait aujourd'hui que la version A, le gouvernement chinois communiste, le gouvernement de Pékin, communiste en tout cas de nom, pour la superstition. Je tiens à rappeler tous les problèmes qu'ont eu et enfin c'est très bizarre, hein, parce que parfois tu regardes des TV chinois, tu te dis mais attends, ça pourquoi ça c'est interdit, ça c'est pourquoi ça c'est pas interdit. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Des fois je me dis il y a des films qui passent et d'autres qui sont bloqués, mais on a du mal à. En tout cas, ils ont des restrictions très aléatoires, mais très strictes en même temps sur ce qu'on peut montrer du fantastique ou pas, puisque le Parti communiste chinois veut lutter contre la superstition des Chinois. Et c'est un film là qui s'inscrit totalement là-dedans. Hein. Totalement, c'est la motivation principale du héros, du méchant. La superstition rend fou. Alors, Kun Pengfa, il dit qu'il s'est inspiré de beaucoup de PDG. Selon lui, il en connaît des dizaines de PDG de grandes entreprises chinoises qui sont très superstitieux et c'est ce qu'il a voulu dénoncer dans le film. En tout cas, ça donne un polar super bien rythmé. Avec des scènes d'action pas possibles. La dernière scène d'action, le final, et John Lucia dans la salle où il y a plein d'ordi là. Ah, les coups qui se mettent là, c'est violent quoi. Surtout en sachant que Lao Bao, il est pas artiste martial. Hein. Non, pas du tout, mais c'est vrai, ça se voit à peine, quoi, parce qu'il y a vraiment, il y a une hargne, une violence là c'est l'aboutissement de toute l'intrigue, de toute la souffrance aussi de cette femme flic qui a vu donc son ami être victime de cette injustice, qui a été assassinée et tout. On sent toute la rage qui l'anime, et ça se ressent pleinement dans cette fight finale là qui est vraiment très brutal, très bien chorégraphié, mais il y a un côté très très brutal aussi qui fait vraiment plaisir. Ouais. Alors justement, lui, il est pas artiste martial, Lao Bao by Air, hein, de son vrai nom. Et pour cette scène-là, donc il y a cette scène de combat entre lui et John Lucia. Et lui, il avait déjà fait quand même une scène de combat, par exemple dans Black Storm avec Ashton Chen, tu vois. Ouais. Et elle, en plus, elle était blessée. Elle avait le genou en compote. Je tiens à le rappeler. Ouais. Et après les premiers coups échangés et tout, il est parti voir Kun Pengfa. Il a dit mais là je peux plus, là c'est un monstre. C'est un monstre. Elle est en train de me démonter là. Je sais plus quoi faire quoi, parce que franchement elle rigole pas quoi. Et en fait c'est donc une très très grande artiste martiale et c'est franchement un très bon film. Curbing Violence, c'est un très bon polar. Alors, c'est un bon polar et c'est un bon film d'action aussi. Un bon film d'action, ouais. Et par exemple, tu sais, la nana, il y a une nana qui la combat à un moment dans les escaliers et tout, la sous-fif, de la Lao Bao, là. Elle, par exemple, elle a aucune compétence martiale. Elle fait même pas de danse. Elle fait rien. Et il l'a choisie, alors il l'a choisi parce qu'il l'avait vu jouer dans certains trucs, dans certaines séries que moi j'ai pas vu. Et il s'est dit moi j'aime bien cette nana et tout. Et franchement, il arrive à en faire quelque chose quoi. Franchement, les scènes d'action
sont plutôt convaincantes, même avec cette fille qui, par rapport à Jean Lucia, n'a aucune compétence martiale. Il arrive quand même à en faire quelque chose. Ce qui l'amènera à se dire que Peng Fai, finalement, je peux prendre une nana qui sait pas faire d'arts martiaux et puis lui en faire. Et là, il va se lancer dans un autre film. Ouais, le cinquième et dernier de cette année, The Bodyguard. The Bodyguard. Et dans The Bodyguard, que j'ai trouvé sympa, Qiu Jingjing, l'actrice qu'il a choisie, alors pour ceux qui suivent un peu le cinéma chinois, elle joue dans The Wandering Earth. Ouais, j'ai vu passer ça, mais je me souviens plus de son perso. Et c'est un peu compliqué quand même. Et je trouve que là, justement, c'est celui-là que moi j'ai le moins préféré. D'accord. Alors c'est au-dessus de la mêlée de pas mal de TV chinois que j'ai vu cette année, hein, par exemple, où ça reste encore du très bon boulot, mais où par rapport au film de Queen Peng Fai, si on le compare aux autres, au niveau action, on a quand même beaucoup de bugs, on a beaucoup de raccords très bizarres, ce qu'on n'a pas dans les autres films. Donc à mon avis, s'il y a des raccords bizarres, c'est que les mouvements étaient pas top. Et qu'il a dû faire avec les plans qu'il avait. Et parce que finalement, Qiu Jingjing, elle a pas de compétences martiales du tout. Et je pense, alors peut-être que c'est moi qui délire, hein, mais peut-être que avec Curbing Violence, comme il a réussi à faire, mais sur une scène. C'était sur une scène. Sur une scène avec une nana, quelque chose de crédible. Il s'est dit, je peux prendre une nana qui est jolie, qui joue bien, qui nani, qui nana, et lui faire tenir sur ses épaules tout un film. Alors là, par contre, d'action. Là, c'était plus compliqué. C'est là que le bas blesse, et je trouve, alors que peut-être c'était le 5e film, il aurait dû en faire que 4 et attendre et préparer un peu plus celui-là. Je trouve qu'il manque même d'inventivité, tu vois. Je pense à des trucs, tu vois, à un moment donné, elle est dans. Alors en gros, The Bodyguard, pour prendre l'intrigue, c'est une femme qui est donc garde du corps et qui a comme contrat de protéger un milliardaire dont la mafia que la mafia veut tuer, hein, en gros. Et donc il est pris en chasse par la pègre et elle est censée le protéger, mais lui il veut pas, et puis il dit non, je me fais pas défendre par une femme, et puis bon, l'histoire va suivre son cours. Et tu sais, un moment au début, donc elle est dans sa maison, et puis il y a toute une bande qui arrive dans le salon du gars. Ouais. Cette scène-là, elle m'a fait grincer le dos un peu. Et lui, il est en robe de chambre. Et elle va prendre la ceinture de la robe de chambre pour étrangler les gars et en fait se battre grâce à la ceinture. Et elle fait exactement les mêmes mouvements avec la ceinture que Zhang Lucia fait dans Curbing Violence avec les fils électriques, les prises des ordinateurs. D'ailleurs, à un moment, elle essaie d'étrangler la Bao, elle se bat avec ça. Et je trouve qu'en fait, dans The Bodyguard, finalement, Queen Peng Fai, il est un peu à court d'idées parce qu'il en a eu trop cette année. Et qu'il est en train de recycler un peu tout ce qui avait marché dans ses films précédents. Ouais, c'est vrai, j'ai remarqué ça, c'est pas son meilleur. Moi, je l'ai quand même plutôt apprécié, mais notamment grâce à une actrice qui est présente dans le film, celle qui joue la méchante un peu folle, là. Ah ouais, c'est comment elle s'appelle, Yang Chi. Ah, mais elle, on l'a vu dans les films de Chris Wu, elle joue dans Blind War, elle était mortelle. Elle tellement bien joué la lunatique. Ah, elle, c'est le personnage du film. Ah ouais, elle continue. Carrément. Et là, c'est déjà pas mal. Parce que elle est top comme actrice. Elle est elle est top, ouais. Donc pour moi, c'est le meilleur perso du film, effectivement. Et, bon, après, j'ai un peu peur qu'elle s'enferme un peu dans ce genre de rôle de nana. Ouais, voilà, ouais. Mais c'est vrai qu'elle le fait bien, là. Son sourire, là, qui est à la fois très beau et très elle a un regard tellement, en même temps, elle est très belle, mais en même temps, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette folle? C'est ça. Qu'elle le fait trop bien. Mais c'est vrai qu'elle risque, là, ça fait quand même 3 films qu'elle fait à peu près le même rôle. Alors, elle est dans Blind War, dans Sniper, hein, dans le Sniper. Ouais. Et là, elle refait un peu le même rôle. Pour moi, c'est le personnage marquant du film, hein. Exactement. Sinon, l'intrigue est pas folle. Non, l'intrigue est pas folle. Puis la relation entre la bodyguard et le mec à protéger, bon, ça évolue au début, il la repousse, après il commence à la comprendre, puis vers la fin, tu sens qu'il y a une espèce de truc amoureux qui se dessine. Bon, pour moi, c'est assez cliché, pas vraiment intéressant pour moi. Ouais, en plus, je le trouve pas très bien écrit. Je trouve que les choses
sur la soupe. On s'attend un peu à tout ce qui va se passer. Alors normalement dans ce film, quand on connaît les canevas et de ces films-là, on s'attend à ce qui va se passer, mais là on s'y attend quand même beaucoup. Et puis moi je trouve que vraiment Qiu Jingjing, donc l'actrice principale du film, martialement elle est pas convaincante quoi. C'est pas elle qu'il fallait, c'est pas elle qu'il fallait prendre. Ouais, je me demande s'il n'aurait pas dû faire l'inverse en fait, prendre l'actrice qui joue la tueuse folle là pour faire justement le bodyguard et inverser en fait. Ouais, bah, sauf que Qiu Jingjing c'est une grosse star et que quand même ces films-là ils fonctionnent aussi. Alors pas pour nous, mais en Chine c'est une grosse star. Chine, c'est vrai, et surtout pareil qui a joué dans je sais pas combien de séries, hein, parce que les stars là-bas se font par les séries, hein, pas par les films. Les séries, et donc son nom au casting vaut visionnage. Hein. On rappelle que c'est des films, c'est des DTV, c'est pas des films de cinéma. Donc c'est des films qui doivent être visionnés. Et il faut que les gens cliquent dessus. Hein. Donc je pense que le nom faisait que les gens ont cliqué dessus. Au niveau qualitatif, dire que c'est le film de trop, c'est un peu méchant parce que c'est pas un mauvais film. Hein. Ouais, non, j'irai pas jusque là non plus, mais. Mais il termine pas sur la meilleure note, on va dire. Ouais. C'est vrai. Voilà ce que j'allais dire. Après, ça reste quand même à visionner clairement, quoi. C'est pas. Comme si vous aimez la bagarre, si vous aimez la bagarre, l'action, les arts martiaux, vous trouverez votre compte. Hein. J'ai pas dit le contraire. Hein. C'est pas un mauvais film, c'est pas une mauvaise série B d'arts martiaux, mais non, tout à fait. C'est pas un bon Queen Peng Fight. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Ouais. Bah après quatre gros films comme il a sorti juste précédemment, celui-là c'était un peu moi allez, je le sors quand même et tant pis voilà. Je pense que c'était peut-être le film pas de trop, mais le film qui aurait pu attendre un peu plus de préparation. Ouais voilà, sortir l'année prochaine quoi. Un peu plus d'écriture, un peu plus d'idées chorégraphiques. Parce que l'écriture elle est aux fraises et parce que les idées chorégraphiques finalement il recycle tout ce qu'il a fait cette année et c'est vrai dans ses autres films il le remet là-dedans avec une nana qui sait pas trop s'y prendre, on voit qu'il a du mal à la filmer, on voit qu'il a du mal à la cutter, enfin voilà, c'est dommage, ça aurait pu être mieux, c'est pas nul mais ça aurait pu être bien mieux, ça aurait pu être mieux ouais, mais là en reparlant finalement je me rends compte que je me souviens d'aucune scène de fight film, contrairement aux quatre autres quoi. Bah ouais, parce que elles t'imprègnent pas parce que elles sont moins bien faites. Voilà. Mais ça reste quand même une sacrée année. Tout à fait. On pourra dire franchement qu'avec 5 films de bonne tenue, voire de très très bonne tenue, Queen Peng Fight aujourd'hui s'est imposé comme un réalisateur de DTV important, mais tout simplement comme un réalisateur d'action important. Et voilà, alors on sait que cet épisode, il va faire 300 écoutes parce que personne connaît Queen Peng Fight, mais nous on est content comme quand on a fait Chris-Wu, comme quand on a fait Mengoy, comme quand on a fait Ching Fui-On, voilà, de vous parler de gens dont on vous parle jamais. Et puis en plus, alors en ce qui concerne Chris-Wu et Queen Peng Fight, on est content sûrement d'être le premier podcast français à vous en parler, ces gars-là. Oui, je crois qu'on est les premiers. C'est sûr. Et ça, c'est un plaisir pour nous. Et je pense que c'est un gars dont on va réentendre parler très vite. De toute façon, le prochain film qui réalise, c'est Wings of je sais pas quoi là, mais Wings of Dread. Ouais, c'est l'entrée dans le DTV chinois de Iko Uwais. Donc ah mais oui, c'est vrai. C'est avec lui. Oui, j'avais zappé ça. Ouais. Peng Fight, c'est un Iko Uwais. Donc Iko Uwais, pour ceux qui le connaissent pas, grand artiste martial indonésien, héros de The Raid. Voilà, c'est et en ce moment ils sont en train de récupérer tout le monde. Le DTV, ils ont récupéré Tony Jaa, Rescue. Le prochain Queen Peng Fight, c'est avec Iko Uwais. Et là, j'ai vraiment de grosses attentes. J'espère qu'il va pas se rater. Voilà, c'est un gars à suivre de très très près. On espère en tout cas qu'on vous a donné envie de voir ces films. Ces films-là sont visibles pour la plupart, peut-être les 5 je pense, hein, mais peut-être je me trompe, mais en tout cas plusieurs films dont on vous a parlé là sont visibles légalement sur YouTube.
Et sur la plateforme IQI aussi, je crois qu'ils y sont tous. Alors, pour ceux qui sont inscrits sur IQI, qui est une plateforme de streaming chinoise, hein, c'est le Netflix chinois en gros. Vous les aurez sur ces plateformes-là, ouais. Mais sinon, même pour ceux qui sont pas abonnés à ces plateformes, ces films-là, ils sont accessibles via YouTube normalement, et alors très rarement traduits en français, mais au moins traduits en anglais. Donc on vous les conseille. Si vous aimez les séries B d'action bien énervées, bien ficelées, avec des chorégraphies inventives et bien exécutées, bien filmées, bien cutées, allez voir du coup de Mengfai. Vous entendrez à mon avis parler de ce gars-là dans les années à venir. En tout cas, moi j'en fais le pari. Et on espère vous avoir fait découvert, ou alors vous avoir parlé de quelqu'un que vous appréciez déjà. En tout cas, vous avoir mis la puce à l'oreille sur quelques films que ce bonhomme a réalisé, qui est quelqu'un de très talentueux, surtout au niveau de sa maîtrise du cinéma d'action. C'est ça. Rien de plus à ajouter. Très content qu'on ait fait cet épisode. On a pris beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que vous prendrez autant de plaisir déjà à l'écouter, et ensuite à découvrir les films de Queen Peng Fei qui vraiment méritent le détour. Donc nous on se retrouve, on espère bientôt. C'est vrai qu'on a eu une grosse coupure. On a été tous occupés à plein de choses, que ce soit notre vie personnelle, des travaux, des choses qu'on avait en cours ailleurs. On avait aussi Max Pereira qui était pas là, qui était en Chine. Donc on avait mis le Raging Fire Club un petit peu en stand-by. Mais on se retrouve bientôt. On a des projets d'émissions là qui vont arriver, qu'on espère faire le plus vite possible. Alors j'aime pas dire ça, mais je vais quand même le dire. Nous on demande pas de Patreon, pas de Kiss Bang Bang ou je sais pas quoi. On demande pas d'argent. Mais si vous voulez bien nous aider à avoir un peu de visibilité malgré des sujets de niche qu'on traite, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, histoire de donner un peu de visibilité à ce podcast. Voilà, on aimerait bien avoir vos retours. On en a, bien sûr. On sait, on a reçu des compliments, on en est content. On sait qu'on a plein de choses encore à parfaire, mais voilà. Si jamais vous voulez nous donner un coup de pouce, likez, commentez, partagez. Ça nous ferait énormément plaisir. Ouais, n'hésitez pas, on est aussi présent sur Twitter, Raging Fire Club, et aussi sur le Twitter de l'avenir, Blue Sky. N'hésitez pas à nous suivre. Suivez-nous sur Blue Sky, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Ouais. Et on vous dit à très vite, parce que de toute façon on a des trucs sur le feu et ça va pas tarder à arriver. Vous inquiétez pas, on revient avant 3 mois ou 4 mois. Là, putain, ça fait 3 ou 4 mois. Ouais, ça fait un moment, ouais. Donc là, on revient et on sera au complet, et parfois même avec des invités. Restez branchés. Nous, on vous embrasse fort. Matez du cinéma d'action, matez du cinéma asiatique, et à très vite de toute façon. Ouais. À très vite. Ciao. Ciao.